Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Comment développer des produits alimentaires innovants et durables? Grégory Dubourg est ingénieur agroalimentaire et fondateur de Nutrikeo. Dès l'adolescence, il est fasciné par la nutrition. Il lance Nutrikeo avec pour mission de rendre le monde plus sain grâce à la nutrition. Nutrikeo accompagne les entreprises dans le développement de produits innovants et durables. Leur approche est holistique, intégrant à la fois la science et le marketing pour créer des produits qui répondent aux besoins nutritionnels tout en respectant la planète. Comment lancer des produits qui ne sont pas seulement bons pour la santé, mais aussi bons pour la planète? Quel est le rôle de l'innovation pour créer des produits alimentaires durables et sains? Quelle stratégie adopter pour éduquer les consommateurs? Grégory me partage tout son savoir dans ce dernier épisode de Nutstalk. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Écoute, Grégory, tu es ingénieur agroalimentaire spécialisé en nutrition. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux nous expliquer ce que c'est que le métier d'ingénieur agro? Alors, très bonne question. Le métier d'ingénieur agro, se définit souvent comme étant, l'ingénieur du vivant, l'ingénieur de la vie et je pense que quand on a dit ça, on a résumé pas mal de choses et en quoi, les ingénieurs agro sont très importants, en général et encore plus au XXIe siècle avec tous les enjeux à la fois, alimentaires, agricoles et climatiques, qui sont les nôtres. Parce que l'ingénieur agronome, il s'intéresse, comme on le dit souvent, à tout ce qui se passe entre la fourche et la fourchette et je rajouterais même de la fourche à la fourchette à l'éprouvette parce que chez Nutrikeo et dans ma vie, je me suis beaucoup intéressé, à l'impact de l'alimentation sur notre santé. En parlant de ta vie, est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé un petit peu de d'où tu es parti et d'où tu en es aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, moi, je m'appelle Grégory Dubourg, j'ai 45 ans maintenant et je m'intéresse, avec passion au sujet de la nutrition depuis que j'ai, 12-13-14 ans. C'est un sujet qui me passionne parce que je suis à la fois passionné par l'alimentation, parce qu'on mange, parce qu'on met dans notre assiette et par la médecine et la santé et il se trouve que la nutrition, c'est la convergence, des 2 univers, alimentation et santé. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis toujours passionné pour ce sujet. J'ai suivi des études d'ingénieur agro, comme on le disait. Je me suis spécialisé en agroalimentaire et en nutrition et j'ai travaillé une dizaine d'années dans le secteur à la fois agroalimentaire, pharmaceutique et nutraceutique, le secteur des compléments alimentaires, avant de créer mon entreprise Nutrikeo après une intermède de 14 mois où j'ai fait le tour du monde avec ma compagne pour explorer différents continents. J'aimerais du coup savoir pourquoi tu t'intéresses vraiment à la nutrition. Donc, tu as dit depuis que tu avais 14 ans. Pourquoi ce sujet-là? Pourquoi l'alimentation? Oui, parce qu'en fait, je pense que à la base, comme beaucoup de gens qui s'intéressent à l'alimentation, c'est la gourmandise, c'est un plaisir personnel, c'est une culture familiale aussi, où, tout le monde cuisinait et mangeait avec plaisir dans ma famille. Donc ça m'a toujours intéressé. Puis à un moment donné, dans cette démarche d'ingénieur, quand on est scientifique, on s'intéresse à d'où vient son alimentation, comment, on fait pousser les légumes, comment on élève des animaux. Et puis de fil en aiguille, comme j'étais également passionné par la médecine parce que j'ai beaucoup hésité entre être ingénieur agro et faire médecine. J'ai d'ailleurs bifurqué, au dernier moment en terminale. Du coup, j'ai trouvé ce lien, entre l'alimentation et la santé qui s'appelle la nutrition et du coup, j'ai fait ingénieur agro, mais en me spécialisant et en suivant toujours des options qui étaient, en connexion avec ce sujet de la nutrition qui, il faut le rappeler, on parle de ça, on était à la fin des années 90, donc ça fait 25 ans. C'était quand même des sujets encore assez nouveaux à l'époque. Ça s'est beaucoup démocratisé depuis, mais à l'époque, c'était encore assez pionnier. Et toi, pour toi, du coup, qui, toi qui baignes dans le milieu maintenant depuis un moment, c'est quoi pour toi précisément bien manger? Ah, c'est une grande question et je pense que si on savait y répondre, on serait tous,
super fit et en super bonne santé. Alors je pense que bien manger, c'est déjà répondre à ses besoins fondamentaux, parce qu'il faut pas oublier que dans plein de parties dans le monde, il y a plein de gens qui mangent mal pour des questions de quantité de nourriture qui soit est insuffisante, là on est dans des problèmes de sous-nutrition, soit est excessive et c'est malheureusement le cas de beaucoup de pays occidentaux où on mange trop, donc ça c'est une question de quantité et après c'est une question de qualité, c'est-à-dire de trouver le bon équilibre. C'est souvent une question d'équilibre la nutrition, ni trop ni trop peu, manger un peu de tout, en petite quantité, donc beaucoup de bon sens, hein, finalement, et après là-dessus on va rajouter de la science et quelque chose d'un peu plus technique, avec l'équilibre entre les nutriments, les macronutriments, mais également les micronutriments, pour trouver un équilibre global. Et maintenant, de plus en plus, bien manger, c'est également répondre à ce triptyque qui, pour moi, est indissociable. C'est ce qu'on appelle le triply good food chez Nutrikeo. C'est bon pour le palais, donc bon au goût, parce que ça reste quand même une question de goût avant tout, surtout dans la culture française. Bon pour la santé et bon pour la planète. Donc maintenant, on essaye de répondre à ce triptyque pour qu'on puisse bien manger, se faire plaisir, mais sans dégrader le climat ou la planète. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur eatnutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. On va, on va un peu traiter les trois sujets parce qu'effectivement, c'est super intéressant. Et ben, du coup, on va commencer par le premier sujet qui fait un peu polémique en ce moment. On en parle beaucoup. On va parler un petit peu de la planète. Du coup, notre alimentation, elle affecte notre planète, le changement climatique, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour quelles raisons? Oui, alors c'est ça qui est à la fois très intéressant et en même temps inquiétant, c'est qu'il y a une relation très forte entre climat et nutrition. Nous, on s'est intéressé à ces sujets-là il y a déjà quelques années. Et en fait, cette relation, elle est bilatérale dans le sens où ce qu'on mange affecte le climat. Puisqu'il faut le savoir et toutes les données du GIEC, de l'ADEME en France le confirment, l'alimentation au sens large, donc les filières agricoles et jusqu'à ce qu'on met dans notre assiette, est responsable de entre un quart et un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça pèse véritablement dans notre impact sur le climat et on sait que dans cette émission de gaz à effet de serre, c'est beaucoup les produits animaux qui pèsent lourd. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle il faut qu'on fasse évoluer nos modèles alimentaires. Et inversement, et c'est là aussi où c'est une source d'inquiétude, l'évolution et le réchauffement climatique impactent ce que nous mangeons et ce que nous mangerons demain, tout simplement parce que qui dit réchauffement climatique dit modification agricole, agronomique à plein d'endroits dans la planète. Et on sait d'ores et déjà qu'il y a certains aliments qu'on n'est plus capable de cultiver parce qu'ils sont d'origine agricole dans certaines zones de la planète. Le café, par exemple, qui est un aliment du quotidien, alors il n'est pas vital, mais il est quand même consommé dans beaucoup de cultures partout dans le monde. On sait qu'on ne sera plus capable de faire pousser du café à la surface de la planète à horizon 2050-2060. Donc c'est vraiment après-demain. Et on a plein d'autres exemples qui nous affectent encore plus dans le quotidien sur tout ce qui est fruits, légumes, céréales, avec les épisodes de sécheresse qu'on connaît ne serait-ce qu'en France. Il y a d'ores et déjà des céréales qu'on va avoir du mal à faire pousser demain en France. Et donc, ça veut dire qu'on va peut-être faire pousser, il y a des filières qui sont en train de naître, du sorgho, du millet, des céréales qui sont plutôt d'origine subsaharienne, donc on va faire pousser en Europe. Et qui, elle, résiste mieux du coup aux Voilà. nouvelles températures. Après, est-ce qu'il faudrait pas... Mais bon, là, effectivement, on rentre dans un sujet peut-être un peu plus complexe au niveau de l'agriculture, mais privilégier des semences anciennes ou des semences qui sont plus résistantes, sans faire appel forcément aux OGM qui posent d'autres problèmes. Mais du coup, effectivement, on arrive à un peu... comment on fait, quoi.
Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que par la sélection variétale et par l'utilisation de semences anciennes qui sont un peu plus rustiques, comme on dit, on peut s'attendre à mieux résister aux conditions climatiques un peu plus sévères de sécheresse et autres. Mais à un moment donné, on a un point de rupture qui fait qu'un blé, tout aussi résistant qu'il est, s'il n'a pas assez d'eau, bah, il pousse pas et on pourra plus le cultiver en France. Donc, je sais qu'il y a des modélisations qui sont faites par des agronomes et des climatologues qui travaillent ensemble, notamment chez AXA Climate qui réalise ce type de modélisation, qui font différentes trajectoires en fonction des scénarios du GIEC d'évolution en France et qui sont capables de prédire que, par exemple, on parle beaucoup du pois, qui est une légumineuse et qui est super intéressante pour des questions agronomiques, pour des questions de richesse en protéines et autres. Ils prédisent que, selon les scénarios pessimistes, on sera plus capable de faire pousser du pois ailleurs qu'en Bretagne et dans les Alpes. C'est-à-dire que partout ailleurs, alors que ça pourrait être une ressource agronomique hyper intéressante, bah, peut-être qu'on ne sera pas capable de le faire pousser en France. Il faudra le faire pousser en Angleterre ou en Islande. Après, est-ce qu'il faudrait pas aussi, parce qu'on a reçu Marc Dufumier dans le podcast, chers auditeurs d'ailleurs, allez voir l'épisode qui, normalement, quand celui-ci sortira, devrait être sorti. C'est un Euh, très célèbre agronome qui est oui, issu d'AgroParisTech comme, tout à comme moi. fait, où il explique et il parle que il faut essayer de varier les cultures, mélanger un peu des légumineuses avec des céréales pour effectivement améliorer la qualité du sol, améliorer la capacité en eau, etc., pour que on puisse nourrir tout le monde. Et lui, d'après ses recherches et tout ça, c'est possible. Oui, oui, c'est intéressant et effectivement, là où il a raison, c'est que il faut revenir à des pratiques agronomiques qui sont finalement assez traditionnelles, qui ont été maintenues dans certains, endroits de la planète. Alors que c'est vrai que nous, dans nos pays occidentaux, on est allé sur une agriculture qui était très technologique et qui a montré son efficacité pendant plusieurs décennies, mais qui arrive peut-être aussi, en bout de course et qu'on doit réinventer et ça passe en partie. Je pense que c'est pas suffisant parce qu'à un moment donné, quand il y a 2 degrés de plus à l'échelle de la planète, ça suffit pas de tout. Ça résout pas tout en tout cas, mais ça peut être une piste de solution en effet d'aller sur ces principes qu'on peut qualifier, tantôt d'agriculture régénérative, tantôt d'agroécologie. Enfin, ça dépend, qu'est-ce qu'on fait comme modification, tout ce qui est conservation des sols et autres. Ça, en effet, c'est très prometteur. Tu as dit juste avant que l'agriculture, du coup, ça pèse sur le climat. Est-ce que tu peux donner des exemples concrets? Parce qu'on entend beaucoup qu'effectivement, ça pèse tant de pourcents, etc. Mais qu'est-ce qui pèse exactement? Pourquoi il faut faire attention à certaines choses? Oui, alors j'ai plus exactement les chiffres, mais si vous allez sur le site de l'ADEME, l'Agence de l'énergie et de l'environnement, vous trouverez le split exact dans la filière alimentaire de qu'est-ce qui génère quoi comme gaz à effet de serre. Mais grosso modo, les grandes, sources d'émissions, c'est la production animale, parce que les animaux, du coup, ils ont un rendement de production de protéines par rapport à ce qu'on leur donne comme aliment qui est évidemment, moins bon qu'une plante, hein, en termes de ratio protéines sur, un intrant, d'une part. Ensuite, certains animaux comme les ruminants, ils produisent eux-mêmes des gaz à effet de serre, hein. C'est le fameux, notamment méthane que peuvent émettre les vaches, par exemple. C'est tout simplement les rots et les flatulences des vaches qui sont source de ces gaz à effet de serre. Ensuite, on a une autre source. Qu'est-ce que les animaux consomment également certains aliments qui aujourd'hui viennent beaucoup de l'importation et traversent souvent la moitié de la planète. Donc, on va les nourrir avec notamment des tourteaux de soja ou ce genre de sources de protéines qui vient de l'autre bout de la planète, donc le Brésil en numéro un. Donc ça, évidemment, ça a un impact, hein, de transporter ça à l'échelle de la planète plutôt que de leur donner des fourrages. Rappelons également que non seulement il y a le transport, mais non seulement le soja, surtout du Brésil, est une monoculture, et donc on rase des forêts. Déforestation, etc. Ah, exactement. Et là, effectivement, ça pose un gros problème. Tout à fait, perte de biodiversité, déforestation, donc c'est triplement, néfaste, on va dire. Et après l'autre point important, qui génère, du réchauffement climatique au niveau de l'agriculture, c'est tous les intrants qui sont issus de l'industrie pétrolière. Donc il faut savoir et on l'a découvert, là aussi, avec malheureusement avec la guerre en Ukraine,
c'est que énormément des intrants chimiques qui servent notamment d'engrais ou de traitements phytosanitaires sur les plantes en agriculture sont des dérivés pétroliers qui très souvent viennent de Russie, enfin avant la guerre en Ukraine en tout cas. Donc c'est à la fois des enjeux de souveraineté pour être indépendant de ces pays avec qui on n'est plus très amis en ce moment, mais aussi forcément ça a un coût sur la planète d'utiliser des énergies fossiles, de les faire venir, de transformer, enfin toute cette industrie autour des produits chimiques a également un coût environnemental. Tu peux Et expliquer ce après, que c'est un intrant? À quoi il sert? Pourquoi on les utilise dans le sol ou sur les plantes? ouais, tout à fait. Alors là, je vais faire appel à mes vieilles connaissances d'agronomie, mais grosso modo, un intrant, c'est ce qu'on va donner entre guillemets à manger à la plante ou à l'animal pour lui permettre de se développer, de pousser. Donc, notamment, on va parler pour les plantes, on va parler des engrais qui vont apporter des minéraux tels que le potassium, l'azote, les il y en a un autre, NPK, phosphore, voilà. NPK, c'est les 3 principaux minéraux qu'on va trouver dans ces intrants et la plante, elle a besoin de ça pour pousser. Donc, ancestralement, on utilisait des intrants plutôt organiques, essentiellement des déjections des animaux. Mais c'est vrai qu'avec l'agriculture, post-Seconde Guerre mondiale, on a utilisé plutôt des intrants chimiques et puis on utilise ces mêmes produits, chimiques, alors sauf dans l'agroécologie, mais on les utilise pour faire des traitements pesticides. Donc ça sert aussi à soigner, à prévenir les maladies des plantes et des animaux. Du coup, c'est bien, c'est positif. Bah, on en a besoin. On en a besoin pour effectivement éviter que les animaux ou les plantes tombent malades et c'est pour ça qu'il faut pas jeter l'eau avec pardon, c'est l'inverse, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand on dit: «Ouais, c'est horrible l'agriculture industrielle», ben, en fait, on a eu besoin de tout ça pour développer une agriculture qui soit, productive et clean en termes de, absence de contaminants, absence de toxines et cetera. Donc c'était évidemment important. Là, peut-être qu'on arrive pour des questions à la fois de santé et d'environnement, à un bout du système qu'on doit faire évoluer différemment. Oui, Mais on ne parce doit que pas l'éradiquer. oui, parce que rappelons quand même que ces intrants posent vraiment des problèmes au niveau sanitaire et puis au niveau des sols. Ils ne régénèrent pas les sols. Il faut toujours venir en ajouter toujours plus parce que effectivement, ça ne nourrit pas vraiment le sol, quoi. Tout à fait et après ce qu'on peut avoir comme travers avec tous ces intrants, d'origine chimique, c'est qu'on a perdu la biodiversité au sein du sol et le côté vivant des sols, qui normalement, sur des terres, classiques sont habités par tout un tas d'organismes vivants, des lombrics, basiquement que vous connaissez tous, les vers de terre, mais aussi, des bactéries et des micro-organismes qui sont essentiels à la vie des sols et qui interagissent énormément avec les plantes, etc. et qui font que les plantes se développent correctement. Oui. On va passer un peu sur le sujet de la santé, du coup. On a un petit peu déjà empiété dessus. Donc, pourquoi la santé, c'est important? Pourquoi il faut faire attention à l'agriculture par rapport à la santé? Alors la santé, bon, je pense que c'est pas la peine d'expliquer pourquoi c'est important pour tout le monde. Je pense que l'humanité rêve d'être en bonne santé depuis toujours et c'est tant mieux. Et globalement, la santé a énormément progressé depuis que l'humanité existe, grâce beaucoup au progrès de la technologie. Il faut le reconnaître, donc de la science, de la médecine, de l'agronomie, etc. On a une espérance de vie qui augmente partout sur la planète. Elle a beaucoup augmenté dans les pays occidentaux. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que l'espérance de vie en bonne santé, justement, régresse dans certains pays occidentaux, notamment en Europe, mais beaucoup aux États-Unis. Donc ça, c'est un marqueur qui est pas très rassurant parce que ça veut dire qu'on vit vieux, mais plus on vieillit et moins on est en bonne santé. Alors, quelque part, c'est normal parce que c'est en vieillissant aussi que certaines pathologies apparaissent, mais ça veut dire qu'on a des modes de vie et une certaine forme d'exposition à certains polluants, certains contaminants, certains modes de vie stressants, voilà, des choses qui font qu'on a des maladies dites de civilisation qui se développent. Donc là, on va parler de toutes les maladies chroniques qui sont développées et qui se sont accélérées au XXe et au XXIe siècle. Donc c'est les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, les maladies neurodégénératives pour citer un peu les principales grandes familles. Et donc, ces maladies-là, forcément, elles sont embêtantes parce que ça dégrade la qualité de vie des gens, d'une part,
ça réduit potentiellement leur espérance de vie et en plus, si on raisonne d'un point de vue économique, ça a un coût pour la société, dans les pays occidentaux parce que ça pèse sur le système de santé et l'argent, est essentiel qu'on met pour, soigner des maladies, bah, c'est peut-être de l'argent qu'on pourrait mettre dans l'éducation ou dans la protection de la nature justement. Pour donner des chiffres, ça coûte 20 milliards par an à la sécurité sociale au niveau santé euh, de mal manger entre guillemets quoi. La malbouffe coûte 20 milliards à la sécu par an quoi. Donc de soigner les gens qui sont en mauvaise santé parce qu'ils s'alimentent pas correctement. Tout à fait. Je n'avais pas connaissance de ce chiffre-là, mais il y a d'autres estimations qui ont été faites. C'est que également, de façon très globale, on pourrait éradiquer quasiment 30 des maladies chroniques, des maladies dites de civilisation que j'ai citées tout à l'heure, grâce à une meilleure alimentation. Donc c'est là où on voit, et ça c'est tout un tas d'études scientifiques qui l'ont montré partout dans le monde, c'est là où on voit l'impact de l'alimentation. C'est quelque chose de finalement très simple, c'est un acte qu'on accomplit 3 fois par jour, mais c'est un acte ô combien essentiel, pour notre santé. Alors pourquoi on est en si mauvaise santé aujourd'hui? C'est parce que finalement, est-ce que l'alimentation, il a beaucoup changé, elle a beaucoup changé ces 10, 15, 20, 30 dernières années? Qu'est-ce qui a changé pour que finalement il y ait une recrudescence de ces maladies? Alors le volet polluant, contaminant, je reviens pas dessus. Il y a beaucoup une question, comme je le disais en introduction, de quantité et de qualité de ce qu'on mange. On mange trop dans nos pays occidentaux, on mange trop parce que l'offre est tentante, parce qu'elle est abondante, parce que c'est agréable, c'est addictif de bien manger et il y a beaucoup de produits qui sont encore plus addictifs que les autres. Tous les produits sucrés, tous les produits salés, vous donnent envie de manger encore plus. Les Heu produits ultra transformés, par exemple? Alors, on pourra parler de l'ultra-transformation après, qui est effectivement un sujet, complètement d'actualité. Et justement, c'est l'ultra-transformation est également en lien avec la qualité de ce qu'on mange. C'est-à-dire que la qualité de ce qu'on mange, ça dépend des catégories de produits, ça dépend des marques et cetera. On peut pas tout généraliser, mais globalement, la qualité, elle a pu enfin, elle peut, être moins bonne chez certaines personnes qui font certains choix alimentaires. Parce qu'encore une fois, c'est possible de bien manger, c'est juste une question de faire les bons choix et de prendre les bons produits. Donc, il faut s'y retrouver dans un univers alimentaire qui est assez pléthorique. Et donc, ça veut dire qu'on va manger, bah, potentiellement, pour faire simple, trop sucré, trop salé, trop ultra transformé. Alors, les produits ultra transformés, c'est une catégorie de produits parmi les produits agroalimentaires qui sont développés. On en a besoin dans le sens où, à un moment donné, si on ne veut pas faire la cuisine soi-même et si on veut acheter des produits qui sortent des usines, parce que c'est pratique, parce que c'est aussi parfois moins cher. Quand c'est fabriqué en usine, parfois ça coûte moins cher que de les faire chez soi à la maison. Mais ça veut dire qu'en contrepartie, pour industrialiser un produit qui à l'origine est très complexe, un produit alimentaire, bah, il faut potentiellement ajouter des process dessus, de texturation, etc. Ou il faut ajouter certains additifs, des texturants, des aromatisants ou des conservateurs. Enfin, il y a plein de familles d'additifs alimentaires, qui pour certains sont plus ou moins bons pour la santé. Voilà. Donc il y en a certains qui ont été quand même, éliminés, mis à l'écart ces dernières années. Ça continue parce qu'on est dans une démarche d'amélioration et un peu de clean label comme on dit. Donc on supprime des ingrédients, mais techniquement, si on veut continuer de manger certains produits de façon industrielle, il faut accepter que dedans il y ait des additifs. Voilà. Ouais, il y a beaucoup maintenant de marques qui sortent des produits sans additifs. On arrive Oui. aujourd'hui à faire des produits vraiment de qualité, même transformés ou à minimum transformés, sans avoir des marqueurs d'ultra transformation. Tout à fait, tout à fait. Et c'est là où la science et la technologie continuent d'évoluer, hein. C'est que en 10 ans, en 20 ans, on a su s'affranchir de certains ingrédients qui aujourd'hui posent problème. On parle beaucoup des nitrites dans les charcuteries. Bon, bah, les nitrites dans les charcuteries, il y a 30 ans, on en avait besoin parce que c'était un conservateur essentiel et que sans ça, on risquait de voir se développer des bactéries. Maintenant, avec les chaînes du froid, et cetera, certaines alternatives, végétales et naturelles aux nitrites, on arrive à faire des jambons sans nitrites et qui sont du coup, considérés comme meilleurs pour la santé. Et on en arrive du coup au dernier triptyque qui est le goût. Oui, Pourquoi du coup c'est important le bon goût? le goût, il est essentiel et énormément d'innovations, alimentaires, agroalimentaires sont des flops, parce qu'on oublie la composante numéro un de notre alimentation qui est le goût. C'est que, faut pas oublier que
du fait que c'est un acte qu'on va répéter 3 fois par jour, on met des aliments dans notre bouche, qui est un organe, enfin une juxtaposition de plein d'organes ultra sensoriels. Le plaisir, le goût, c'est hyper important et ça l'est encore plus dans une culture française où, on est le pays de la gastronomie, on est le pays du plaisir, et on a encore ce facteur qui est essentiel et qui nous protège, je pense aussi, de la malbouffe et de la déstructuration de nos repas, c'est le fait de faire encore des repas conviviaux, assis. Ce qui commence à être une espèce rare, notamment en Amérique du Nord et ça, c'est essentiel et quand on s'assoit à table à plusieurs, on prend du plaisir, il y a de la convivialité et donc le goût est super important. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et puis nous, c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir des terroirs incroyables, que ce soit le fromage, le vin ou ce genre de produits qui ont vraiment des goûts et des subtilités vraiment incroyables. Et Tout puis à fait. Donc je pense qu'on a une culture du goût en France qui fait qu'on est le pays de la gastronomie, des grands chefs cuisiniers, des étoiles Michelin et cetera et c'est tant mieux et on va le conserver parce que c'est une identité culturelle qui est extrêmement forte et qui est validée, d'un point de vue même, scientifique, hein. C'est que, prendre du plaisir, à manger plutôt que de manger de façon enfin d'engloutir des aliments, pré-mâchés, pré-digérés comme on peut le trouver dans certaines chaînes de fast-food, du coup, ça protège, ça permet de mieux mastiquer, ça permet de prendre le temps de manger et donc techniquement, scientifiquement, nutritionnellement, ça nous permet de mieux préserver notre santé. alors, est-ce qu'on n'est pas en train de le perdre, ça, depuis plusieurs années, avec ces aliments ultra transformés où on essaie constamment de tirer les prix vers le bas? Par exemple, je reprends le fromage. Maintenant, on retrouve des ersatz de fromage qui ne sont même plus des fromages. Il n'y a même plus de lait dedans. C'est que de l'amidon de maïs ou ce genre d'ingrédients ultra transformés. Et on se retrouve avec quelque chose qui n'a plus de goût. Enfin, ça a du goût, mais c'est juste, voilà, on a rajouté du sucre, enfin, du sirop de glucose qui, qui est encore un ingrédient ultra transformé. Et on se retrouve avec des produits à peu près similaires, avec des goûts plus ou moins fluctuants, quoi. Je pense que là, on parle peut-être de ce marché un peu schizophrénique qui est toutes les alternatives, végétales à des produits animaux. Donc on a cité les alternatives au fromage, mais il y a toutes les alternatives à la viande, au poisson qui se développent. Donc c'est schizophrénique dans le sens où, il y a un besoin de développer des alternatives végétales pour les questions, environnementales qu'on a évoquées tout à l'heure, mais aussi un peu nutritionnelles. Il y a une demande des consommateurs qui veulent végétaliser leur assiette et du coup, il y a des industriels qui répondent en partie par cette voie de créer des produits très sophistiqués avec des additifs qui vont en effet, mimer le plus proche possible le goût, la texture de ces produits-là et effectivement, c'est un peu à revers de l'histoire parce que d'un autre côté, dans plein d'autres catégories de produits, on essaie de simplifier les produits, de les rendre moins sophistiqués, de les détransformer. Donc c'est un peu antinomique. Il y a les 2. Hem, j'ai envie de dire, au final, c'est le consommateur qui va décider si lui, il s'y retrouve en termes de goût. Je pense qu'un consommateur américain raisonne pas comme un consommateur français ou comme un consommateur allemand. Le consommateur français, il reste quand même très attaché au goût et peut-être que ça conviendra et ça conviendra à certains consommateurs pour qui ce sera une priorité de trouver une alternative. Pour d'autres, si le goût est prioritaire et s'ils ne retrouvent pas ce goût, dans le produit, simili, du coup, il va revenir sur le produit d'origine et il ira faire des efforts sur la végétalisation de son assiette d'une autre façon. Ouais. Ouais, cette végétalisation, elle est intéressante et mm, je pense pas qu'on va rentrer dans le sujet, mais c'est vrai que moi, des fois, je me pose des questions sur pourquoi vouloir absolument essayer de se rapprocher le plus possible de la viande et pas faire juste un produit différent, quoi, avec d'autres saveurs, d'autres goûts. Peu importe, la viande, c'est quelque chose et les produits végétaux, c'est autre chose, quoi. J'ai du mal à comprendre pourquoi vouloir absolument faire un truc qui a le goût de la viande, la Mmh. texture de la viande. Enfin, c'est. Alors moi aussi, j'ai longtemps été un peu arc-bouté aussi sur cette, tendance de vouloir mimer la viande pour des gens qui veulent s'affranchir de la viande. Je trouvais ça paradoxal, mais au final, j'ai fini quand même par comprendre quelque chose qui est lié finalement à la sociologie de l'alimentation et à la façon de modifier ses comportements alimentaires. En fait, il faut savoir que modifier un comportement alimentaire, c'est probablement une des choses qui est les plus difficiles à réaliser, pour un être humain parce que c'est quelque chose qui est tellement ancré en lui d'un point de vue physiologique, mais aussi culturel. Il faut savoir qu'on est éduqué à l'alimentation dès, le premier jour post-conception.
parce que dans le ventre de notre mère, on va commencer à capter des stimuli sensoriels qui sont liés à ce que notre mère va manger. Donc ça veut dire qu'on est imprégné de toute cette culture alimentaire. Donc ça veut dire que se déshabituer d'un produit pour s'habituer à un nouveau, bah, c'est parfois pas très simple, donc très compliqué, et que parfois il faut passer par des étapes intermédiaires. C'est un peu la philosophie qu'ont ce genre de produit, ce type de marque, en disant: «OK, peut-être qu'on ne mangera pas du faux steak toute notre vie, mais c'est l'étape nécessaire pour aller vers quelque chose de plus végétal et pour se déshabituer entre guillemets de la viande si on considère qu'il faut manger moins de viande». Donc moi je le vois comme une étape et pas comme une fin en soi, et vu comme ça, on se dit: «Ouais, c'est entendable, pourquoi Ouais, pas?» je vois. C'est Ouais, je vois. un alibi éducatif. Ouais, ouais, petit à petit, quoi. Exactement. On en vient à Nutrikeo. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fondé Nutrikeo? Alors, j'ai fondé Nutrikeo, déjà parce que j'avais envie d'entreprendre, et j'ai eu envie d'entreprendre sur les sujets qui, moi, m'animaient et sur lesquels je pouvais apporter quelque chose au Alors, marché et être je te utile. coupe. Pourquoi Ouais. cette envie d'entreprendre? Ah, pourquoi cette envie d'entreprendre? Là, c'est pareil, je crois que ça s'explique pas, j'avais toujours dit que je monterais une boîte à 40 ans, et finalement je l'ai fait à 30 ans parce que j'ai fait mon tour du monde et que ça je trouve que ça a été un catalyseur de plein de choses. C'est une envie de liberté, une envie de créer des choses. Moi, je suis un créateur et j'aime bien le sens premier du mot entrepreneur. C'est entreprendre, c'est prendre entre ses mains. Donc j'aime bien ce côté-là, très très factuel, très pragmatique, très ancré. Donc j'avais envie de créer quelque chose et surtout j'avais envie d'être utile. Donc on parlait pas encore d'impact et cetera. À l'époque, c'était pas forcément, à la mode, mais en réalité, Nutrikeo a toujours été une boîte à impact qui utilise la nutrition comme un levier pour créer de l'impact, bah, sur ce que je disais tout à l'heure, sur la santé, sur la planète, puisque c'est vraiment ce qu'on fait pour nos clients, qu'on accompagne en fait sur du marketing, sur de l'innovation, sur de la compréhension des marchés avec des études conso, de la veille, et sur de la communication. Et donc on s'adresse à tous les clients et tous les parties prenantes industrielles ou secteur public qui s'intéressent à la nutrition, qui sont des gens du food, de la nutraceutique, de la pharma, de l'agri, du secteur agri, du secteur cosméto et même des fonds d'investissement. Donc notre idée, c'est pour résumer notre mission, c'est d'aider les gens à mieux manger, à être en meilleure santé grâce à la nutrition. Et d'ailleurs, on l'a synthétisé dans une vraie mission, puisqu'on vient d'être labellisé entreprise à mission très très récemment, il y a quelques semaines, quelques jours. Et notre mission, telle qu'on l'a écrite, c'est œuvrer pour un monde en meilleure santé par la nutrition. Donc c'est vraiment cette idée d'être utile au monde au sens très large, les êtres humains, mais également la planète. Vous avez été labellisé B Corp? Alors, on n'est pas encore Bicorp, ça le process est en cours, on le sera, j'espère, un jour. Là, pour l'instant, on est entreprise à mission et en plus, on a un label, RSE, agence active, qui est réservé aux agences de communication. D'accord. Comment du coup on fait pour réfléchir sur un sujet d'alimentation qui reste bah, très sensible, hein, et il faut prendre, bah, comme on en a parlé, un peu les, la chaîne de valeur du produit. Alors comment vous faites, vous, pour réfléchir sur tous ces sujets et arriver à trouver le bon compromis entre, ben, forcément il faut gagner de l'argent pour l'entreprise, mais il faut créer aussi un bon produit pour le consommateur. Comment on fait? Bah, c'est une histoire de compromis comme souvent, mais compromis qui sont pas forcément difficiles à obtenir parce que finalement, quand on s'intéresse au sujet de la nutrition, on rentre assez rapidement dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que ce qui est bon pour la santé, en réalité, c'est souvent bon pour la planète. Si vous faites des formules plus clean avec moins d'additifs, potentiellement, ça coûte moins cher à fabriquer, donc ça trouve plus facilement ses consommateurs, on est plus accessible aussi. Donc il y a toute une logique, derrière tout ça qui s'auto-entretient. Après je pense qu'il faut garder, comme dans beaucoup de sujets extrêmement complexes, et ça c'est le propre des ingénieurs du vivant que j'évoquais tout à l'heure avec la formation d'ingénieur agronome, c'est d'avoir, cette vision holistique des choses, et de considérer l'alimentation, l'agriculture, comme un système complexe et du coup d'avoir une approche systémique, comme on dit, sur cette alimentation, une approche très globale et non pas réductionniste où on va découper les filières alimentaires ou les filières agricoles en plein de petits trucs et puis on va être très pointu sur chacune d'entre elles. D'ailleurs, on a
apportent cette même approche systémique sur la santé aujourd'hui de plus en plus. La médecine ultra précise, ultra pointue de spécialité, elle est très utile, mais de plus en plus, on a besoin d'une vision systémique pour recoller les morceaux finalement et comprendre la complexité. Donc, c'est ce qu'on fait nous chez Nutrikeo, cette approche systémique très globale, et on le fait aussi et surtout en étant science-based, c'est-à-dire que la nutrition, ça reste de la science, et c'est la raison pour laquelle sur une équipe de 30 personnes chez Nutrikeo, il y a 20 scientifiques. Donc moi, évidemment, mais également j'ai dans mon équipe 20 scientifiques qui opèrent les missions pour nos clients, parce que même si nous sommes des marketeurs et des communicants, on a une compréhension technique qui est très bonne des enjeux. Ça peut être sur l'agriculture, mais aussi sur la génomique, sur la formulation, sur la nutrition quand on descend dans les nutriments, etc. Voilà, il faut savoir ce que c'est qu'un oméga 3, il faut savoir ce que c'est qu'une fibre pour parler de tout ça. Et donc, mettre de la science dans l'innovation et dans la communication, c'est aussi ça qui fait qu'on a une bonne compréhension des enjeux de l'alimentation. Donc vous accompagnez les marques de l'idée à la création finale du produit. C'est ça, on aide les marques à créer des nouveaux produits ou à améliorer des produits existants d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue durabilité, en approfondissant leur connaissance du marché, en faisant le bon positionnement, le bon produit, et après on les aide à communiquer sur ces produits-là auprès des différentes parties prenantes, qu'elles soient consommateurs B2C, B2B quand on travaille pour des fournisseurs d'ingrédients pour l'industrie, ou professionnels de santé lorsqu'on travaille pour des marques qui veulent communiquer auprès des professionnels de santé, qu'ils soient médecins, pharmaciens, pédiatres ou nutritionnistes. Ouais, je vois. Je vais un peu titiller. Actuellement, il y a beaucoup de bon, greenwashing, on en parle un petit peu moins, mais on parle beaucoup de shrinkflation, de cheapflation. Euh, Comment on fait pour pas tomber dedans, vous qui avez l'habitude de communiquer avec Nutrikeo? Et là, on le voit de plus en plus, hein, il y a plein de marques qui sont un peu épinglées sur ces sujets-là. Qu'est-ce que Oui. vous faites pour éviter ça ou Alors, on pas? peut aussi parler nous, on parle de nutri-washing, en faisant le parallèle greenwashing. Il y a des marques qui font parfois qui font du nutri-washing. Nous, en général, on n'est pas consulté forcément sur ces sujets-là. Pour rebondir sur la thématique de la shrinkflation, qui est évidemment liée à un contexte économique, baisse du pouvoir d'achat, etc., qui est plus forte que d'habitude, il y a deux façons de voir les choses. Il y a le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est qu'effectivement, on vend moins de quantité pour le consommateur pour le même prix. Donc, c'est une forme un peu de tromperie. Enfin, c'est pas très fair de faire ça. Et le verre à moitié plein, c'est un expert de l'alimentation qui a développé cette théorie qui s'appelle Philippe Gutzmann, que je trouve intéressant, qui est de dire, mais en même temps, on n'arrête pas de dire qu'on mange trop en France, que la taille des foyers réduit parce qu'on est de plus en plus vers des familles monoparentales, des personnes âgées qui vivent seules, etc. Donc, est-ce que finalement, c'est pas une façon de redonner de la valeur à l'alimentation, de se dire on va en mettre un peu moins parce que de toute façon on en mangeait trop, que ce soit le yaourt ou le jambon blanc ou je ne sais quoi. Donc déjà on en met moins, donc d'un point de vue calorique, etc. Finalement c'est pas incohérent. Et en plus, vaut peut-être mettre moins de quantité d'un aliment, mais de meilleure qualité. Et là quand même il faut aller chercher un surplus de qualité dans la qualité agronomique, avoir moins de produits, mais d'un produit bio que d'un produit conventionnel. Enfin voilà, je cite plein d'exemples, mais est-ce que c'est pas faire moins mais mieux et rentrer dans une logique d'éducation, de rééducation du consommateur où on va justement lui expliquer que il en a peut-être moins, mais si c'est de meilleure qualité, c'est plus vertueux pour tout le monde. Alors, ce que tu dis, c'est totalement vrai, mais la vérité, c'est que c'est pas le cas. Enfin, Non, c'est pas pour critiquer, mais c'est pas du tout ça. En vérité, aujourd'hui, on a juste baissé la quantité, on a voilà, gardé le même prix. Je suis et les d'accord. marques ne l'indiquent même pas. Donc, c'est Non, carrément caché aux yeux des consommateurs. ça c'est une forme de tromperie. Voilà, on est carrément là-dedans. C'est là-dessus Mm. que moi je voulais parler, quoi. Je suis d'accord avec ton discours, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et c'est comme la chipflation, où là, on vient carrément remplacer des ingrédients qui à la base étaient peut-être de bonne qualité, et on vient les remplacer par des ingrédients de mauvaise qualité, mais toujours sans le dire au consommateur. Tout à fait. C'est là où la séquence qu'on est en train de vivre depuis 2-3 ans en fait, hein, depuis la crise de l'Ukraine, l'augmentation du coût des matières premières, conjointement à cela, l'augmentation de l'énergie, baisse du pouvoir d'achat. Tout ça dessert énormément l'industrie, et la filière alimentaire au sens large parce que,
parce que ça incite l'offre à se dégrader et ça incite inversement la demande des consommateurs à faire des arbitrages qui ne sont pas forcément les bons. Parce que, en effet, pour certaines personnes, l'alimentation est une variable d'ajustement et donc on va faire des économies, sur le prix du caddie en allant chercher des produits qui sont moins chers, potentiellement moins bons, potentiellement moins vertueux parce que venant, d'autres pays, ayant plus voyagé et cetera. Donc malheureusement, tous les efforts que font les filières alimentaires depuis 10 ans, depuis 20 ans, ont été un petit peu ralentis, voire, dégradés ces 2-3 dernières années et ça, on peut le déplorer. Ouais. Morale de l'histoire, lisez bien les étiquettes, Oui. c'est très important. Pour toi, les marques, est-ce qu'elles ont un rôle important dans l'éducation ou non, elles sont là simplement pour proposer un produit et le vendre? Elles ont non seulement un rôle, mais certaines s'en emparent assez bien. Alors l'éducation alimentaire, c'est un vaste sujet. Il y a un retard qui est considérable en France là-dessus. Toutes les études le montrent. Il y a encore une étude récente qui est sortie, je crois que c'était sur les étudiants. 1 étudiant sur 4, je ne sais plus si c'est un étudiant sur 4 ou 40, mais bon, c'est une grosse proportion qui ne sait pas différencier une courgette d'un concombre. Donc on est quand même, sur des choses assez hallucinantes et nous on avait relayé des études sur les enfants, il y a quelques années qui étaient à peu près du même acabit. Les enfants, en élémentaire étaient incapables de reconnaître une betterave. Ils pensaient que le poisson pané, c'était fait avec du poulet parce qu'un truc pané avec du blanc à l'intérieur, c'est le référent, c'est le nuggets. Donc voilà, donc ça montre un peu le retard qu'on a, et c'est un véritable problème parce que une population qui est mal ou peu éduquée en alimentation, c'est une population qui ne fait pas les bons choix alimentaires, qui ne sait pas lire correctement des étiquettes sur des produits et qui ne fait pas effectivement les bons choix pour sa santé et pour la planète. Donc l'État a un rôle à jouer. Il le joue, comme il peut avec, des actions comme le Programme national nutrition santé, hein, le PNNS, dont on a fêté les 20 ans il y a pas très longtemps, il y a quelques années. Donc c'est toutes les campagnes de sensibilisation, 5 fruits et légumes par jour, 3 produits laitiers et cetera, qui ont fait un petit peu, le boulot, mais pas tant que ça parce que, on a inculqué des repères dans la tête des consommateurs, mais la mise en pratique, elle se fait pas forcément. Donc c'est une information qui est très descendante, qui est pas forcément efficace et moi je suis convaincu que les marques ont un rôle à jouer parce que, quelque part, elles ont les moyens de le faire, elles ont intérêt de le faire dans leur rôle, d'embarquer les consommateurs dans une démarche globale, et elles peuvent le faire soit directement sur leurs produits, soit autour du produit. Il y a des systèmes d'application, de coaching qui sont lancés par certaines marques. Parfois, on a même des services avec des diététiciens au téléphone qui répondent aux questions des consommateurs. Il y a des marques qui déploient des animations sur les points de vente, parfois dans des lieux avec des enfants, etc. Donc, je pense comme elles ont des moyens, mine de rien, ok, c'est intéressé de le faire parce qu'elles, ce qu'elles veulent, c'est aussi vendre des produits derrière. Mais je pense qu'au final, c'est vertueux parce que c'est une pierre apportée à l'édifice. Et si ça participe d'une façon ou d'une autre à améliorer les comportements alimentaires, j'ai envie de dire, c'est bon à prendre. L'État, ils ont aussi les moyens, alors je jette une bouteille à la mer comme ça, mais à ton avis, pourquoi, on n'a pas des cours à l'école dès le plus jeune âge pour apprendre, à comme tu disais, à reconnaître une courgette d'un concombre, Mm. voilà, enfin, juste au moins avoir cette culture minimum de bien manger ou de Moi, manger j'en à suis convaincu. On fait partie des militants qui militent et qui défendent l'idée d'un retour ou d'une intensification de l'éducation alimentaire à l'école dès le plus jeune âge. Je peux citer également les initiatives. Il y a une action en ce moment, une consultation qui est menée par l'Open Agri-Food d'Orléans, dont c'est un cheval de bataille, un des chevaux de bataille, toute cette idée d'éducation alimentaire dès le plus jeune âge à l'école. Moi, j'en suis convaincu. Je pense que on a trop considéré pendant très longtemps, pendant plusieurs décennies, que l'éducation alimentaire, c'était pas le sujet de l'État et que c'était le sujet des familles. Que les familles c'était leur responsabilité comme d'apprendre la politesse aux enfants. En vrai, moi je pense, et les chiffres le montrent, que c'est pas suffisant et que c'est le rôle d'un État pour s'assurer que les gens sont en bonne santé demain, de faire en sorte que effectivement ils s'y connaissent en alimentation, qu'il y ait des cours de cuisine pour savoir transformer basiquement quelques légumes, etc. À mon avis, c'est un investissement certes, mais c'est un investissement très rentable pour la société avec un grand S d'investir sur l'éducation de ces générations de demain.
Oui, non, je suis vraiment d'accord. L'Open Agri-Food là d'Orléans, c'est le système où on peut poser des questions ou donner des solutions euh, pour ah, je sais plus. Je mettrai le lien au pire dans les Ouais, notes de ils ont l'épisode. lancé la consultation. Alors, ça fait plusieurs années qu'ils parlent d'éducation alimentaire et là, ils ont lancé une consultation spécifique pour recueillir des informations. Donc, c'est ouvert à tout Oui, le c'est monde, aux ça, ouais, ouais. industriels, aux citoyens, etc., pour donner des idées, pour faire en sorte que, enfin, essayer de trouver les bonnes idées, les bons leviers pour démocratiser beaucoup plus cette idée de l'éducation alimentaire. Ouais, c'est ça, je l'ai vu passer, effectivement. Bah, je la mettrai dans les liens Ouais, de l'épisode, chers auditeurs, si vous voulez aller voir. Si vous avez des idées intéressantes, eh ben, allez les proposer parce que ça peut toujours aider. tout à fait. Nous, on est soutien chez Nutrikeo de cette initiative de l'Open Agri-Food. Super. Du coup, ces marques, comment elles font pour toucher ces cibles? Comment elles font pour utiliser les bons canaux et pour aller bah, toucher les bonnes personnes? Alors, il y a plusieurs façons de le faire et c'est là où nous, on a notre savoir-faire en tant qu'agence de communication. Donc, on utilise les leviers de la communication, les leviers du marketing pour toucher ces cibles. Alors, il y a plusieurs stratégies parce que ça dépend évidemment du positionnement des marques. Les marques qui sont positionnées sur des thématiques nutritionnelles assez pointues, du type des produits qui font baisser le cholestérol ou des laits infantiles, par exemple, qui sont très pointus au niveau de la nutrition des bébés, elles vont utiliser beaucoup le canal des professionnels de santé. Donc, elles vont véritablement déployer des dispositifs d'éducation des médecins, des professionnels de santé, pour les inciter à recommander ces produits à leurs patients. Donc, on va aller visiter les pédiatres, on va aller sur des congrès de pédiatres pour leur expliquer la technicité des produits, en quoi tel produit est intéressant pour les bébés. Sur le cholestérol, on va peut-être aller voir des cardiologues et des diététiciens, etc. Donc là, c'est tout le volet communication professionnelle de santé. Après, en termes de communication grand public, il y a des marques qui vont utiliser des médias traditionnels, hein, tels que la télé, la radio et beaucoup la presse avec des formats publi-rédactionnels, par exemple. C'est ces pages de presse dans lesquelles il y a beaucoup de contenu. Donc, ça permet d'éduquer plus parce qu'il y a du contenu qui peut être écrit par des nutritionnistes, qui peut éduquer sur, je parlais des oméga 3 tout à l'heure, mais c'est un bon exemple. On peut parler des probiotiques aussi, sur lesquels on peut et on doit éduquer les consommateurs. Et après, il y a un levier qui est beaucoup utilisé par les marques ces 10 dernières années parce qu'il est puissant et il a du sens en termes d'éducation, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un très bon réceptacle pour faire de l'éducation alimentaire et nutritionnelle autour d'une marque, parce que c'est un endroit où on va être en contact avec une communauté qui s'intéresse à la problématique de la marque. Ça peut être une marque de produits de fruits secs, ça peut être une marque de yaourt, ça peut être voilà, il y a plein de marques de fromage. Bon, bah voilà, vous allez pouvoir parler de calcium et l'intérêt de manger des produits laitiers pour le calcium et pour la prévention de telle ou telle pathologie. Enfin voilà, donc c'est un environnement où on a une affinité avec nos consommateurs et une récurrence du contact qui fait qu'on peut présenter sous plein de formes différentes, parfois des formes très ludiques, très ludiques, très fun dans les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est une bonne façon d'amener de l'éducation alimentaire au plus grand nombre. Est-ce qu'on n'est pas trop submergé aujourd'hui de toutes ces informations sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres canaux qui peuvent un peu changer ça et apporter plus de valeur ou non, pas du tout, c'est vraiment le principal canal où tout le monde est et puis ben, c'est là-bas qu'il faut aller. Bah, c'est sûr qu'il est pléthorique, hein, ce canal, il y a énormément de choses. Après, il est ciblé parce qu'on sait tous la puissance des algorithmes qui sont derrière et du coup, ça permet de cibler aussi les consommateurs. On va pas aller parler de cholestérol à des gens qui ont 20 ans. Donc, c'est là aussi où le consommateur, il est ciblé, mais lui-même, il peut faire des choix qui Et du coup, est-ce correspondent que à ses c'est besoins. pas, est-ce que c'est pas un problème ça? Parce que du coup, forcément, eh ben, on ne va voir que les sujets qui nous intéressent. Donc, ça veut dire qu'une personne qui ne s'occupe pas de son alimentation, eh ben, elle ne saura jamais comment mieux manger parce qu'elle s'en fout. Alors, comment on peut la toucher, cette personne-là, par exemple? Parce que finalement, peut-être qu'elle se rend pas compte qu'en mangeant mieux, entre guillemets, elle sera en meilleure santé, elle aura, je sais pas, une meilleure peau, etc. Parce que tout passe par l'alimentation. Oui. Comment on fait, quoi? Alors ça, c'est effectivement de toute manière le biais des réseaux sociaux, c'est que les algorithmes font qu'ils vous entretiennent dans un biais cognitif où vous voyez que des choses qui vous intéressent. Donc ça veut dire que le côté vertueux, c'est que quand vous vous intéressez un tout petit peu à la nutrition,
vous allez ou à la bonne alimentation ou à l'équilibre alimentaire, vous allez targeter, on va vous pousser des infos qui vont vous emmener dans ce sens-là, donc ça c'est vertueux. Inversement, quelqu'un qui s'intéresserait que à des produits très sucrés, très gourmands, voilà, lui, on va peut-être les algorithmes vont lui pousser des aliments qui sont pas vertueux et il va falloir susciter sa curiosité par d'autres biais. Et donc, c'est là où malheureusement, j'ai envie de dire, le professionnel de santé peut entrer en ligne de compte, c'est que cette personne-là, malheureusement, si elle mange très mal, bah, elle va peut-être avoir des problèmes de santé à un moment donné, de diabète, de surpoids ou je ne sais quoi. Et donc, c'est en passant chez le médecin où là, elle peut avoir une autre prise de conscience, parce que la parole d'un médecin, c'est pas la même parole que Facebook, Insta ou la télé. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, en matière d'alimentation, on peut pas forcer la main aux gens parce qu'à un moment donné, c'est eux qui font leurs courses et qui remplissent leur frigo. Et donc, si les gens ne s'intéressent pas au sujet, s'ils n'ont pas une volonté de changer quelque chose, quel que soit le déclencheur, bah, ils ne le feront pas. Donc, il faut un déclencheur. Soit le déclencheur, il est intrinsèque en vous, soit c'est autre chose externe qui va le provoquer. Et effectivement, ça peut être un médecin ou un professionnel de santé en cas de pépin de santé. Ouais, c'est quand même dommage C'est dommage. d'avoir une problématique. Enfin, moi, je sais que ça a été mon cas, hein, donc je lance la pierre à personne, hein. Mais moi, si j'avais pas eu mon accident de moto en 2015, jamais je me serais autant intéressé à l'alimentation et j'en serais où j'en suis là aujourd'hui. Donc, mais je trouve ça vraiment horrible de, de devoir subir quelque chose de grave pour prendre conscience de ce sujet-là, quoi. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est pour ça que nous, c'est notre combat du quotidien de démocratiser la nutrition. Après, là aussi, si on positive un peu, depuis 10 ans, 20 ans, on a toujours parlé de plus en plus de nutrition. C'est un sujet qui se démocratise énormément parce qu'on en parle tous les jours dans tous les médias grand public, la presse, la radio, la télé, quand même, on parle de ces sujets-là. Oui, tout à fait. Non, on va dans la bonne direction, en tout Mmh. cas, c'est certain. Mais le Euh, chemin est long. ouais, le chemin est très très long. Tu as parlé des probiotiques, du coup, ça me fait penser que le 26 mars aura lieu la 7e édition de la journée du microbiote. Alors, déjà, en quoi ça consiste? Vous êtes partenaire, il me semble, et puis on va parler un petit peu du microbiote. Ouais, tout à fait. Alors la journée s'appelle microbiote au pluriel, c'est important, et santé. Donc c'est important d'avoir le lien entre les 2 et elle est organisée par le Lyon Biopôle. Donc il y a un cluster, autour des medtech et des biotech, à Lyon, comme son nom l'indique et donc on est partenaire de l'événement parce que nous, la thématique des microbiotes, elle nous intéresse depuis très longtemps. Chez Nutrikeo, on a beaucoup travaillé pour différents clients, fournisseurs d'ingrédients, de compléments alimentaires, au labo pharma sur ces sujets-là. Et on parle des microbiotes. Alors pour dire en 2 mots ce que c'est les microbiotes, c'est globalement toutes les flores de micro-organismes. Ça peut être des bactéries, des champignons, des levures qui habitent notre corps un peu partout. Donc on a beaucoup parlé historiquement, il y a 20 ans, il y a 30 ans, de la flore intestinale. Le microbiote intestinal, c'est celui dont on a le plus parlé et qui est le plus connu. On sait que dans notre côlon, il y a des milliards de bactéries, des milliards de milliards. Je crois que c'est entre 1 et 2 kilos, hein, le microbiote en poids dans notre corps, donc ça pèse énormément. Et il se trouve qu'on a des microbiotes un peu partout. On a un microbiote cutané sur la peau, on a un microbiote dans nos poumons, on a voilà, dans plein d'endroits du corps. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les recherches scientifiques ont prouvé que ces microbiotes, en fonction de l'équilibre des bactéries qui les composaient, pouvaient influencer positivement ou négativement telle ou telle fonction physiologique et telle ou telle apparition de pathologie. Donc c'est là où c'est hyper intéressant. Si je prends juste le microbiote intestinal, on a déjà objectivé le lien avec, bien sûr, les problèmes digestifs, hein, les choses, on va dire, banales comme la constipation, mais aussi des choses très graves comme maladie de Crohn, maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et également des choses qui sont moins évidentes en termes de lien avec l'intestin, par exemple la dépression. Par exemple, le stress. Donc, il y a un lien évident maintenant, enfin, d'un point de vue scientifique, entre cerveau et microbiote intestinal. On parle même de deuxième cerveau en parlant de ce microbiote intestinal. Et donc, si on commence à faire un peu de prospective au niveau médical, on commence à étudier même des liens entre les microbiotes et les maladies neurodégénératives telles que Parkinson et Alzheimer. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça ouvre des champs des possibles en termes de recherche médicale et de solutions pour certaines maladies qui sont super intéressantes. Et ça rejoint notre thématique de la nutrition parce que pour influencer un microbiote, entre autres intestinal, quelle est la meilleure arme? C'est la nutrition.
c'est concrètement qu'est-ce qu'on va mettre dans notre tube digestif comme aliment, comme complément alimentaire, entre autres à base de probiotiques, postbiotiques, prébiotiques, pour venir nourrir, stimuler, ce microbiote et faire en sorte que, on soit en bonne santé. Tout à fait, et ce depuis, enfin et dès le plus jeune âge, quoi. Je crois que le microbiote, il se stabilise à peu près aux alentours de 3 ans, de mémoire, il me semble. Tout à Donc fait, ça veut dire que de 0 à 3 ans, c'est là où il faut faire le plus attention, où il les faut 1000 jours. amener le plus de diversité, éviter la transformation pour que, ben, l'enfant, il puisse développer un microbiote vraiment, énorme pour, ben, être en bonne santé plus tard dans sa vie, quoi. Tout à fait et même, c'est ce qui est parfois critiqué, c'est l'univers, très hygiéniste dans lequel on vit, hein, qui a des bons côtés, par ailleurs parce qu'on nettoie tout, on désinfecte tout et cetera. Mais les enfants de 0 à 3 ans de 2024, ils sont moins exposés, à une diversité bactérienne que l'étaient les enfants, il y a 50 ans ou il y a 100 ans et du coup ça appauvrit leur, biodiversité, du microbiote, et donc c'est un peu préjudiciable et même si on parlait du 0 ans, le microbiote du bébé, il commence à se former dès le jour de l'accouchement, lorsque l'on est par voie basse, puisque le passage par voie basse au contact du microbiote vaginal de la maman ensemence et commence déjà à préparer le microbiote intestinal du bébé. Et il est prouvé là aussi par un certain nombre d'études que les enfants nés par césarienne ont un microbiote qui est un peu moins riche que les enfants nés par voie basse. Ouais, tout à fait, parce que par voie basse aussi, eh ben, la mère, par moment, bah, elle a le défèque, effectivement, et du coup, bah, ce contact avec l'enfant crée un microbiote encore plus important. Mais on en parle d'ailleurs dans l'épisode numéro 4 du podcast avec Anthony Berthoud. Donc, chers Oui, auditeurs, si ça vous intéresse, allez excellent. l'écouter, vraiment très intéressant. Et on parle notamment, bah, on va un peu plus loin dans le sujet, on parle également des mitochondries donc, qui sont extrêmement très importantes. Donc bah, voilà, je vous invite à aller l'écouter si le sujet vous intéresse. Nous, on va continuer. Quels sont du coup les obstacles principaux que les personnes elles rencontrent pour adopter bah, une alimentation un peu plus saine? Alors, bah, ils sont nombreux parce que sinon tout le monde mangerait super bien. Le premier obstacle, comme je le disais tout à l'heure, il est culturel, donc changer ses habitudes. Le deuxième obstacle, il est, éducatif, donc avoir les bons réflexes et avoir, être passé, soit par l'école, soit par soi-même, par les bonnes étapes d'éducation alimentaire. Après, il faut pas se le cacher, il y a un obstacle qui est économique pour beaucoup de gens, alors qui peut être, une idée préconçue parce que moi je reste convaincu qu'on peut bien manger à moindre coût, mais c'est vrai qu'il y a certains aliments, de bonne qualité qui coûtent plus cher que d'autres. Voilà, on le sait, hein, c'est prouvé par les études sociologiques, il y a des études qui montrent le ratio calories-prix de certains aliments et qui vont démontrer que, par exemple, la chips, c'est un des meilleurs ratios parce que c'est un aliment qui est hyper calorique, qui coûte super pas cher et malheureusement, il y a des gens qui ont pas trop les moyens et qui utilisent la chips comme source de calories. Voilà, donc ça montre bien que quand même, il y a un impact et inversement sur des aliments vertueux, enfin voilà, il y a un produit local, bio, bah oui, il peut coûter plus cher que, le produit, qui vient de l'autre bout de la planète, qui est pas bio et qui est transformé. Donc, il y a effectivement ces arbitrages économiques pour certains consommateurs, ou alors ils ont pas encore les clés pour savoir que, bah, s'ils mangent des lentilles ou du bœuf bourguignon, ça c'est des plats, très économiques, des plats de grand-mère que j'affectionne, et bah, ça coûte pas cher, c'est vertueux, pour la planète, pour la santé et voilà et on peut se nourrir à moindre coût, y compris avec sa famille. Donc Ouais, ça, c'est pour le moi, sujet économique. j'ai l'impression que les personnes, elles ont un peu un biais pour parler avec certaines personnes, des fois, qui n'ont pas l'habitude de manger sainement, enfin, ou ils se disent manger sainement, mais voilà. Euh, Ils ont peur de ne pas avoir assez de calories. On en revient à ce que tu disais au début. En fait, moi, il y a beaucoup de personnes avec qui je discute qui mangent pour se remplir, en fait. Et ils mangent beaucoup parce qu'il faut se remplir, parce que sinon, bah, c'est pas, ça va être la catastrophe. Enfin, Oui, et en mangeant des aliments, peut-être des pâtes plus complètes, manger plus de légumes, eh ben, en fait, on se rend compte que finalement, on n'a pas besoin de manger autant et que, en fait, en mangeant des aliments entiers, vrais, plus bruts, eh ben, en fait, on est beaucoup plus rassasié.
Tout à fait, parce que souvent les gens qui vont être dans cette logique en effet de «remplissage» entre guillemets, eux, ils vont chercher la densité calorique, plus que la densité nutritionnelle, ce qui est pas la même chose et du coup, ils vont prendre des aliments qui sont très concentrés en énergie, donc c'est souvent des aliments qui sont plus gras, plus sucrés, donc qui en vrai, en termes de volume même, ne te remplissent pas forcément, l'estomac et ne t'apportent pas la bonne satiété. Là où, des aliments qui au contraire ont une densité nutritionnelle élevée, comme effectivement des fruits, des légumes, très bruts, très basiques, ou des céréales complètes, des choses comme ça. Ça va pour le coup t'apporter un grand sentiment de satiété. Mais là aussi, ça veut dire qu'il faut savoir, et avoir les moyens de se sourcer ces produits-là, de savoir et d'avoir le temps aussi de les transformer. Ça, c'est un autre obstacle, le temps que j'ai pas évoqué. On vit dans un monde qui s'accélère malheureusement et on a fait de l'alimentation, encore une fois, une variable d'ajustement temporel. C'est-à-dire qu'on veut consacrer moins de temps à son alimentation. Donc, sans faire le «c'était mieux avant», nos grands-parents, bah, ils cultivaient leur potager, ils tuaient le cochon, ils cuisinaient tout parce qu'ils n'avaient pas de supermarché, mais ça prenait du temps. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire ça, donc on délègue ce temps-là, à des industriels, à des distributeurs, et on veut des choses qui se réchauffent au micro-ondes, qui vont vite et cetera et donc forcément, bah, ça a un coût et ça veut dire que, on prend pas le temps en effet de râper des carottes, de faire cuire des pois chiches, voilà des choses toutes simples, peu coûteuses, mais qui prennent du temps. Ouais, c'est ça, comme tu dis, peu coûteuse, mais ça prend du temps. Mais il faut vraiment comprendre que, ben, tu l'as dit au début, on mange 3 fois, 4 fois par jour pour certains, même 5 fois pour d'autres. Et ce qu'on met dans notre corps, c'est aussi notre énergie. Donc, bah oui, des fois, il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps pour cuisiner un petit peu ou manger mieux. Et puis, il y a un petit peu moins de temps. Allez, je vais critiquer et voilà, et un peu Les moins de réseaux temps devant sociaux. Ouais, ou devant Netflix ou ce genre de choses. Non, mais en fait, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de secret, quoi. Il Non. faut prendre le temps et il y aura peut-être un petit peu moins de temps pour le loisir. Mais cuisiner, ça peut aussi être le loisir quand on a une famille. Cuisiner avec les enfants, cuisiner avec le copain, la copine. Enfin, c'est un moment d'échange, un moment de partage en fait. Donc, Tout il à fait faut prendre du d'accord plaisir là-dedans. et d'épanouissement. Les enfants, sont ultra réceptifs. Ils adorent cuisiner, ils adorent pâtisser, faire des gâteaux, y passer du temps. Donc faut pas négliger ça et en effet, c'est tout ça, c'est des choix de société finalement, à la fois individuels et en effet, si je passe 2 heures sur une série Netflix, bah, c'est 2 heures que je passe pas, à aller acheter des légumes chez mon petit producteur du coin et à les cuisiner. Mais c'est aussi des choix collectifs de société, quelle place on veut redonner à l'alimentation, dans nos budgets et dans notre temps? Quelles sont pour toi, qui est un peu dans le milieu, les dernières tendances de l'alimentation? D'accord. Quand tu non, c'est marrant, quand tu dis dans le milieu, ça fait un peu le milieu du grand banditisme. Ah, pour certains, l'alimentation, c'est un milieu sombre, hein. La mafia de l'alimentation. Donc tu disais les grandes tendances. Bah, il y en a une qu'on a beaucoup évoquée parce que, elle est transversale, c'est la végétalisation. Quelle que soit la forme que ça prend, il y a certains produits, qu'on peut critiquer et cetera, mais ça reste une tendance incontournable, et une nécessité économique, écologique et nutritionnelle. Donc, hyper vertueuse, et potentiellement gustativement intéressante. Donc celle-ci, elle est très forte, dans toutes les catégories de produits. Après, il y a une tendance, que je qualifierais, c'est peut-être aussi pour faire le lien avec le microbiote qu'on évoquait tout à l'heure. C'est tout le lien entre l'alimentation et l'infiniment petit. Donc, en redécouvrant tout cet intérêt du microbiote, on redécouvre finalement, l'intérêt, bah, de tout ce qui est bactéries, levures et cetera et de façon indirecte, de tout ce qui est fermentation que moi je trouve super intéressant. Donc la fermentation, là aussi, finalement, on redécouvre avec un peu de science et de technologie derrière, parfois beaucoup de science, des processus ancestraux de conservation des aliments. Donc la fermentation, c'est intéressant. La lactofermentation pour conserver des légumes comme la choucroute, la fermentation lactique pour conserver des produits laitiers comme les fromages et les yaourts, qui sont quasiment tous des produits fermentés. Et on commence à voir émerger des protéines fermentées, voilà, qui vont du coup
être plus intéressantes gustativement, mieux digérées, et cetera, des protéines végétales. Voilà, fermentation, beaucoup d'intérêt, pour réinventer aussi certaines catégories de produits comme les boissons sucrées, toute cette vague de kéfir, kombucha, donc qu'on peut qualifier de boissons, pétillantes, naturellement fermentées, bah, c'est hyper intéressant. C'est moins sucré, c'est gustatif, c'est potentiellement, des apports en probiotiques. Donc tout ça, ça a du sens. Après, il y a une autre tendance qu'on peut observer aussi, c'est la personnalisation. Une alimentation de plus en plus personnalisée, donc avec des catégories de produits dédiés, hein, comme, les aliments pour les bébés, les aliments pour les sportifs, demain, je pense, de plus en plus d'aliments pour les seniors, pour accompagner le vieillissement, qu'aujourd'hui on accompagne très, très mal en termes de nutrition, et là, il y a un déficit aussi de connaissances nutritionnelles des seniors et de tous les gens qui les entourent. C'est-à-dire que même dans les hôpitaux, ou dans les maisons de retraite, les seniors sont pas alimentés, de façon optimale par rapport à leurs besoins. Donc là, la personnalisation, elle va continuer de se développer. Voilà dans les grandes tendances, et puis, ouais, la végétalisation, je l'ai évoqué, mais qui est en lien de façon générale avec, une alimentation plus durable. Saine et durable de façon générale, si je devais la résumer. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup émerger de produits aussi fonctionnels Oui? qui ont des fonctions spécifiques. Est-ce que c'est une tendance qui va, à ton avis, continuer Oui? Oui, oui, tout à fait. Et là, on est à la frontière entre 2 catégories de produits qu'on connaît bien parce qu'on travaille sur les 2. C'est l'aliment d'un côté, le complément alimentaire de l'autre. Et effectivement, la croisée des chemins, c'est ce qu'on appelle, nous, la transition nutraceutique de l'industrie alimentaire. C'est d'aller vers des aliments qui font plus que enfin, vous nourrir et bien vous nourrir. C'est en plus, ils vont vous apporter un boost, sur telle ou telle fonction. Donc ça peut être en effet la digestion, ça peut être parfois le stress, ça peut être l'énergie, donc tout ce qui est boissons énergisantes, naturelles, et les consommateurs sont demandeurs de ça, et je pense qu'on a des modes de vie aussi qui le nécessitent, donc ça peut avoir du sens d'avoir des boissons, ou des aliments qui sont enrichis en magnésium parce qu'on fait du sport, ou en protéines aussi parce qu'on fait du sport. Je vais faire un peu l'avocat du diable, hein, parce que Oui. c'est un peu mon rôle, mais est-ce que il vaudrait mieux pas manger d'abord correctement plutôt que de sortir constamment des produits avec des fonctions ou des trucs farfelus qui au final peut-être ne servent à rien parce que finalement si on mangeait un peu plus brut, un peu plus, je sais pas, d'amandes, de noisettes, j'en sais rien, un peu plus de fruits, enfin, etc., et ben en fait on serait déjà en meilleure santé. Je suis d'accord, et tu prêches un convaincu. Moi, j'adorerais, que tous les gens fassent ça, et moi le premier. Et pour autant, moi le premier, je le fais pas forcément. C'est-à-dire qu'avoir une alimentation impeccable, bah, ça demande, comme on le disait un peu tout à l'heure, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande d'avoir un mode de vie peut-être parfaitement, zen, non urbain et non stressé, et non pris par le temps. Et tout ça, en fait, ces conditions, parfaites, tous les consommateurs, tous les Français, ne sont pas capables de les aligner. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, même avec la meilleure volonté du monde, on ne mange pas parfaitement. Il faut tendre vers ça, mais on a des moments soit de notre vie, où les besoins sont un peu différents, soit de notre journée, ou soit de notre parce que c'est lié à une pratique sportive ou autre. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'une petite aide extérieure, et cette aide extérieure, elle peut passer par les compléments alimentaires ou par l'alimentation fonctionnelle. Et les études, épidémiologiques le montrent, il y a tout un tas de nutriments où, même en France, où on a une alimentation qui est quand même plutôt équilibrée, et ben, on est carencé. La plupart de la population française est carencée en magnésium, en vitamine D, enfin sur des choses assez fondamentales. Et est-ce qu'elle est carencée parce que, bah, par exemple, vitamine D, elle ne prend pas assez le soleil, Ah ben oui, magnésium, elle ne mange pas assez d'amandes, de noisettes, ah mais on est etc. d'accord. Elle est carencée effectivement parce qu'on n'a pas ces aliments-là, parce que certains aliments sources de ces nutriments, ont été un peu appauvris nutritionnellement aussi ces dernières années. Mais c'est évident, si on prend l'exemple tout bête de la vitamine D, bah, quand on à moins d'avoir un métier extérieur parce qu'on est maraîcher, ou qu'on travaille dehors, bah, en vrai, on est enfermé toute la journée, et on ne voit pas la lumière du soleil suffisamment. Donc là, c'est le mode de vie qui nous contraint. Ouais, ouais, on est bien d'accord. Eh ben, on a fait un très gros tour. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter. Non, peut-être dans les tendances générales, et puis un peu en
en forme de conclusion ou de réflexion sur tout ce qu'on s'est dit. Moi, je pense que l'alimentation de demain, elle va devoir être beaucoup plus connectée au sens large. Alors si elle peut être connectée digitale, euh, dans le sens où le digital, je pense, a des choses à apporter pour améliorer la qualité de l'alimentation, la qualité de l'information du consommateur. Donc, c'est intéressant, on l'a évoqué avec les réseaux sociaux, mais elle va être connectée, je pense, le consommateur va se reconnecter, enfin, j'aimerais en tout cas qu'il se reconnecte à son alimentation et que son alimentation se reconnecte à là d'où elle vient, c'est-à-dire à l'amont agricole. Je pense qu'on finit par oublier parce que tout a été sous-traité autour de nous et on n'est plus le chasseur-cueilleur qui va chercher lui-même son alimentation. On a oublié à quel point tout ce qu'on mange vient à 95% du vivant qui est autour de nous, de notre écosystème, et que c'est des plantes ou des animaux, et que voilà, il faut qu'on se reconnecte à ça. Et donc, c'est une façon aussi de résoudre la crise agricole qu'on connaît actuellement. Et pour se reconnecter, je pense qu'il faut aussi se reconnecter à la vraie valeur de l'alimentation. Je pense qu'on a dégradé sociétalement ces dernières 20-30 années la valeur de l'alimentation. Bah, là aussi, les chiffres le montrent. Le budget alloué à l'alimentation par les Français a été divisé par deux. On est passé grosso modo de 30% du budget à 15%, 15-17% en 50 ans. Ça veut dire que, bon, le côté positif, c'est qu'il y a des aliments qui coûtent moins cher et qu'on a baissé le coût, mais c'est aussi que on n'y attribue pas la même priorité et que, à contrario, les loisirs, les télécommunications ont progressé. Donc ça, je trouve ça préjudiciable intellectuellement, philosophiquement, et il faut remettre de la valeur parce que à force de niveler par le bas cette valeur de l'alimentation, on dégrade son impact santé et environnemental, et que si on veut des filières propres qui fassent vivre le petit agriculteur du coin, etc., il faut qu'on accepte de payer notre alimentation plus cher. Je Oui, pense que non, c'est mais une t'as raison, hein. nécessité. Ne Voilà. serait-ce que pour sa santé, rien que se dire, juste déjà se dire, pour ma santé, je veux avoir, je sais pas moi, une meilleure énergie, une meilleure peau, je sais pas, n'importe quoi. Rien que pour soi déjà, eh ben, on va faire les bons choix et finalement derrière, la filière, eh ben, elle va également aussi s'améliorer, quoi. Comme tu C'est disais ça. au début, c'est holistique et ce sera un cercle vertueux, quoi. C'est ça. On peut plus faire de l'alimentation une variable d'ajustement. C'est une priorité individuelle, familiale et sociétale. Le budget alimentaire des Français devrait être une priorité dans l'ensemble des foyers. Je sais que c'est difficile et que tout le monde ne peut pas le faire, mais il y a quand même une inversion du paradigme à opérer. Petit à petit, vous pouvez pas, n'importe qui ne peut pas changer tout d'un coup, mais une seule chose, changer au moins si demain, par exemple, chers auditeurs, vous posez la question de comment je peux faire pour améliorer mon alimentation, euh, dites-vous, ben, je vais changer une petite chose, je sais pas, genre juste le petit déjeuner, ou peut-être pas même pas tout le déjeuner en entier, mais juste, je sais pas, un ingrédient, plutôt que de manger, par exemple, un jus de fruits acheté en supermarché, bah dites-vous, bah, je vais le remplacer par un vrai fruit. Et vous verrez, déjà rien que ça, eh ben, le vrai fruit, il a des fibres et tout ça, il va mieux vous caler. Et puis voilà, petit à petit, changez une chose à la fois, et vous allez voir qu'à la fin, tout seul, vous allez vous dire, ah mais c'est trop bien, je me sens mieux et tout, comment je peux faire pour aller mieux? Paf, et puis je vais améliorer ça, et puis ça, et etc. quoi. Complètement. Eh ben, super Grégory. On arrive à la dernière question de l'épisode. C'est quoi pour toi ton petit plaisir alimentaire, ta collation, ton snack favori? Ça peut également être un plat ou un simple aliment. Alors je vais te citer, alors j'ai plein d'idées parce que je suis quand même d'une nature assez gourmande et j'aime bien manger mon petit carré de chocolat, ma petite viennoiserie, et cetera, quand on fait le petit déj le vendredi matin chez Nutrikeo. Mais sinon, trêve de plaisanterie, il y a 2 produits qui me viennent, à l'idée. Un premier qui est un peu régressif, c'est assez étrange, mais à chaque retour d'entraînement de course à pied, moi je fais beaucoup de course à pied, je bois un lait fraise. Alors ça ne s'invente pas, mais c'est mon réflexe, hydratation et on va dire, le petit goût sucré réconfortant, post-entraînement, c'est mon lait fraise. Et après, ce que je peux signer, quand tu parles de plats, moi j'ai une grosse affection pour les plats, comme je les évoquais tout à l'heure, de grand-mère. Et moi j'ai 2 plats signature, parce que j'aime bien cuisiner, c'est le bœuf bourguignon et le saucisse lentilles. Voilà, et j'ai envie de dire, on pourrait sauver la planète, et la santé des gens en mangeant saucisses lentilles et bœuf bourguignon de temps en temps, parce qu'il faut quand même baisser la quantité de viande. Mais voilà, je trouve que c'est des plats qui sont économiques, écologiques et qui ont du sens, qui sont réconfortants. Et c'est des plats qu'on ne mange pas tout seul.
parce qu'on se fait jamais, surtout un saucisse lentille ou un bœuf bourguignon, tout seul dans une petite casserole. C'est des plats qui se partagent, c'est des plats de convivialité et moi, c'est ça que j'aime dans l'alimentation. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, hein. Le partage, c'est vraiment important, quoi. Mmh. Eh ben, merci beaucoup, Grégory. Où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie? Alors dans la vraie vie, à Pessac, à côté de Bordeaux, là où je vis et je travaille, à Paris une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines parce que j'y monte très régulièrement, en TGV bien sûr, et sinon, sur les réseaux, je suis très présent et actif sur LinkedIn, vous pouvez suivre Grégory Dubourg et également la page Nutrikeo qui véhicule et qui communique beaucoup d'informations sur nos actualités, sur les tendances, sur tout ce qui se passe sur le marché de la nutrition. Super, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode en tout cas. Et puis bah, je te remercie énormément pour ce super épisode. Et Bah, puis merci. bah, je te dis à une prochaine. Merci, plaisir partagé. Et juste, du coup, je fais une petite parenthèse et un quart d'heure ou un quart de seconde de publicité parce que Ouais, vas-y. c'est agréable de passer de l'autre côté en étant interviewé. J'anime moi-même un podcast qui s'appelle Culture Nutrition, qui est un podcast dans lequel j'invite et je donne la parole aux entrepreneurs de la nutrition. Donc, voilà, des gens qui, comme moi, ont monté des boîtes dans le secteur de la nutrition. Ça peut être dans le food, ça peut être dans le complément alimentaire, dans les ingrédients, dans l'agri. Voilà, donc si vous êtes intéressé, écoutez le podcast et puis et éventuellement venez parler à mon micro pour partager votre expérience entrepreneuriale. Ouais, Voilà, ça s'appelle Culture Nutrition. Je mettrai aussi exactement. dans les notes de l'épisode le lien. Pas de souci. Ouais, avec plaisir, merci beaucoup. Salut! Salut Mehdi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt! Maintenant, tu le sais.